Bonsoir et bienvenue sur Globe Criminel. Nous allons découvrir ensemble des affaires les plus captivantes aux enquêtes les plus mystérieuses. Alors, n'attendez plus, attachez vos ceintures pour une aventure où le crime n'a pas de frontières. Le 20 avril 1999, Dylan Klebold et Eric Harris entrent dans l'école Columbine, située à Columbine, dans le Colorado. Dylan Klebold naît le 11 septembre 1961 à Lakewood, dans le Colorado. Il est le fils de Thomas et Suzanne Klebold, des personnes connues pour être très pacifistes et surtout très pieux, très religieux. Les deux enfants Klebold ont reçu une éducation scolaire religieuse et Dylan va être très rapidement diagnostiqué comme HPI, donc comme un enfant à haut potentiel intellectuel. Eric Harris naît le 9 avril 1961 à Wichita, dans le Kansas. La famille Harris va déménager très souvent car le père, Wayne Harris, était pilote dans les USA Air Force et Catherine Harris était mère au foyer. Ils vont quitter New York lorsque Wayne prend sa retraite et vont s'installer à quelques kilomètres au sud de Columbine. Et c'est comme ça que Eric rencontre Dylan. Les faits débutent le 20 avril 1999 et nous allons faire une chronologie des événements de cette journée. À 11h10, Harris et Klebold arrivent avec deux voitures différentes sur le parking de l'école secondaire de Columbine. Ils vont se garer complètement à l'opposé l'un de l'autre. Lorsque Harris décharge son véhicule, un autre élève, Brooks Brown, va le voir et va se diriger vers lui pour pouvoir engager la conversation. Lorsque Harris entend ce que Brooks veut lui dire, il va clairement lui dire « Brooks, je t'aime bien, va-t'en, rentre chez toi. » Harris va terminer de s'équiper et ils vont tous les deux se diriger vers deux gros points stratégiques de l'école, c'est-à-dire les deux grosses entrées principales qui va leur offrir une bonne vue sur la cafétéria et en contrôlant du coup les deux points d'accès à l'entrée et sortie de l'école. À 11h14, une bombe qui avait été placée par Harris et Klebold dans un champ à 800 mètres de l'école va exploser. Le but de cette explosion est de faire diversion pour que les secours se dirigent tous, donc policiers et ambulances et pompiers, tous vers ce point-là. Les auteurs placent dans la cafétéria 9 kilos de bombes. Ce sont des bombes faites maison, donc avec des bonbonnes de propane, et il faut que ces bombes explosent chacune à 11h17 précisément. Les explosifs sont si puissants qu'ils peuvent faire exploser la cafétéria en entier, souffler vraiment la cafétéria, et avec ce souffle pourrait emporter également la bibliothèque qui se trouve un étage en dessous. Après avoir placé ces explosifs dans la cafétéria, Harris et Klebold se replacent à leur point stratégique. À 11h19, un témoin va entendre Harris crier « Go, go, go !» et le massacre commence. Ils ouvrent le feu et tuent Rachel Scott et blessent grièvement Richard Castaldo. Harris retire son manteau noir et sort un 9 mm semi-automatique et commence à arroser trois adolescents qui se trouvaient là, Daniel Rosebourg, Sean Graves et Lance Kirklin. Harris et Klebold se retournent et tirent sur Michael Johnson et sur Mark Taylor qui arrive
à s'enfuir même s'ils sont blessés. Puis Klebold descend vers la cafétéria où il va tirer sur Kirklin une deuxième fois et là il va le blesser grièvement au visage. Puis il se dirige vers Rorbourg et malheureusement il va lui tirer une balle à bout portant qui va le tuer tout de suite. Dylan Klebold se rend dans la cafétéria pour voir pourquoi les bombes n'ont pas explosé. Pendant ce temps, Eric Harris tire sur plusieurs étudiants en les blessant ou en les tuant. Il blesse Anne-Marie Brad qui tentait de fuir et puis Klebold va rejoindre Harris. Patty Nielsen, une professeure, et Brian Anderson, un élève, sont dans les couloirs et croisent la route des tueurs. Patty va leur demander d'arrêter de faire les zouaves dans les couloirs. Et c'est là que on ne sait pas qui a tiré en premier sur Patty, mais un des deux va tirer et va rater son tir. Patty va être grièvement blessée par des bouts de verre, ainsi que Anderson. Patty va attraper la main de Brian Anderson pour le sauver et ils vont tous les deux se diriger vers la bibliothèque pour se cacher. À 11h24, un premier policier arrive sur place et engage des coups de feu avec les tireurs. Le policier va alerter le poste de police qu'il y a une fusillade en cours à l'école secondaire de Columbine. Malheureusement, l'officier est à court de munitions, ce qui permet à Klebold et Harris de s'enfuir et de se diriger vers la cafétéria. Sur le chemin, ils vont rencontrer Stephanie Mawson, qui est touchée à la cheville, ainsi que Dave Sanders, un professeur. Lui, Dave Sanders, sera touché à la poitrine. Il sera laissé là par Harris et Klebold. Sanders tentait de prévenir les étudiants qui se cachaient dans la bibliothèque que les assaillants arrivaient. Sanders meurt à 15h des suites d'une hémorragie interne grave. À 11h29, Harris et Klebold entrent dans la bibliothèque où 52 élèves et 2 professeurs s'y cachent. Ils sont cachés sous les tables. Ils sont au courant qu'une fusillade est en train de se passer dans leur école. Harris monte sur une table et crie « Levez-vous !» Certains témoins ont entendu Harris crier des choses comme « Tous ceux qui portent une casquette blanche, levez-vous ! C'est pour toutes les emmerdes que vous nous avez fait pendant 4 ans. Ou encore tous les sportifs, levez-vous. » Pour comprendre ce discours, les élèves de Columbine diront plus tard que les sportifs de l'école avaient pour habitude de porter des casquettes blanches pour se démarquer des autres élèves. Les 2 garçons tirent sur les élèves dissimulés sous les tables. Ils discutent avec certains et pour certains chanceux, ils vont les laisser en vie comme John Savage, un ami de Dylan qu'il va laisser partir. Klebold demande à Cassie Bernal et une autre élève si elle croit en Dieu, ce que Cassie et l'autre jeune fille vont répondre que oui. Alors Klebold se tourne vers Valine Schnur et va lui poser exactement la même question. Valine va répondre que oui et elle va rajouter quelque chose d'autre. Elle va se confesser à Klebold et elle va commencer à prier. Klebold va laisser partir Valine. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi il l'a laissé partir. Des pistes ont suggéré que vu que sa famille était très 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 religieuse, le fait qu'elle se soit confessée et qu'elle ait commencé à prier a joué en sa faveur et l'a sauvée. Pendant ce temps-là, Eric Harris est toujours sur la table. Il va armer son arme et va rafaler la pièce. Il tue sur le coup Cassie Bernal et l'autre jeune fille et il va se blesser au nez avec le recul de son arme. Après l'événement, certaines personnes saines et sauves vont raconter que si Harris n'avait pas rafalé la pièce, Cassie Bernal et l'autre jeune fille auraient été libérées par Klebold car elles croyaient en Dieu. C'est dans ce lieu, dans la bibliothèque, qu'ils vont commettre le plus grand nombre de victimes. 10 élèves meurent en 7 minutes. À 11h42, les tueurs sortent de la bibliothèque et
pour une raison qu'on ne connaît pas, ils vont arrêter le massacre. Ils vont se diriger vers la cafétéria où ils vont saccager à coups de pied les restants de choses dans la cafétéria. Ils vont errer dans les couloirs, passant de salle en salle pour effrayer les élèves qui s'y cachent. Ils vont également entrer dans les toilettes pour menacer de mort les élèves qui se cachent par peur. Et d'après les témoignages des survivants, Harris et Klebold ne vont pas faire fonctionner leurs armes à nouveau. À midi pile, les tueurs retournent dans la bibliothèque où il ne reste que des cadavres et 2 blessés graves. Les autres élèves et professeurs ont réussi à s'enfuir lorsque les tueurs sont partis à la cafétéria. Harris et Klebold échangent quelques coups de feu avec les forces de l'ordre qui sont dorénavant présentes et dehors. À midi 8, Klebold se tire une balle de fusil dans la tête, tandis que Harris, lui, se tire une balle de fusil à pompe dans la bouche. Les 2 tueurs sont morts sur le coup. À 13h09, l'équipe d'intervention entre dans le bâtiment. Elle avance de classe en classe, découvrant tantôt des élèves cachés, tantôt des professeurs cachés, et surtout, ils découvrent l'horreur, tous les cadavres qu'ont fait Harris et Klebold. Chaque professeur et chaque élève sauvé vont être soignés évidemment, vont être interrogés soit par un psychologue, soit par un enquêteur de police pour découvrir si il y a d'autres tireurs ou est-ce qu'il y a des survivants, est-ce qu'ils en savent plus. À 15h30, l'équipe d'intervention va découvrir le massacre dans la bibliothèque et les 2 corps des meurtriers. À 16h, le shérif de Columbine estime à 25 élèves et enseignants morts. À 16h30, l'école est déclarée sûre. À 17h30, des explosifs sont retrouvés dans la voiture de Klebold et dans l'école. Une équipe de déminage est alors appelée. Et enfin, à 22h45, la bombe dans la voiture de Klebold explose lorsqu'un policier tente de la désarmer. Et toutes les autres bombes ont soit explosé, soit été désamorcées. Au total, il y aura 15 morts, dont les 2 assaillants, et 34 blessés légers ou graves. Alors, 6 raisons vont être mises en avant, mais attention, ce sont des hypothèses. On ne peut pas savoir si c'est vrai, faux, peut-être ou peut-être pas, parce que les assaillants se sont suicidés et qu'on n'aura jamais la version officielle. La première hypothèse des enquêteurs va vite se tourner vers une vengeance de Klebold et Harris envers leurs tyrans. Ils voulaient probablement se venger de plusieurs années de brimade, de harcèlement. Brooks Brown va expliquer plus tard que Klebold et Harris étaient victimes quotidiennement de harcèlement. Ils étaient harcelés dans les couloirs de l'école, des fois devant des professeurs qui fermaient les yeux sur la situation. Une autre hypothèse va être mise en avant. Alors attention, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il va être dit. Donc l'hypothèse est que ce seraient les jeux vidéo qui les auraient poussés à commettre ce massacre. En effet, Klebold et Harris jouaient à des jeux très violents et auraient développé une équipe du FBI composée d'enquêteurs et de psychiatres vont conclure des années après le massacre que Harris était un psychopathe atteint d'un sentiment de supériorité et que Klebold, lui, était atteint de dépression. Le cinéma a été également une des hypothèses mises en avant. En effet, Klebold et Harris étaient des admirateurs du film Tueur né de Oliver Stone.
ils avaient écrit dans un de leurs journaux que ils voulaient appeler le jour du massacre le mardi saint d'avril de NBK. Alors, si on doit traduire tueur-né en anglais, c'est Natural Born Killer. Et du coup, en anglais, le jour de la tuerie se serait appelé The Holy April Morning of NBK. Le facteur environnemental, c'est-à-dire le fait d'être intégré à une société, serait également un des points, des raisons pour laquelle Klebold et Harris seraient passés à l'acte. Donc, plusieurs témoignages disent que Klebold et Harris étaient souvent isolés des autres élèves. Après, cette hypothèse a été très rapidement mise de côté parce que Harris et Klebold avaient un groupe d'amis, certes très petit, mais ils sortaient tous les week-ends, ils faisaient des fêtes, ils allaient au cinéma, donc ils n'étaient pas si isolés que ça. Les enquêteurs vont se tourner également plus précisément sur le choix de la date qu'avaient choisi Klebold et Harris. Ils ont retrouvé chez l'un des tueurs un journal où ils écrivaient toutes leurs pensées, donc c'est pour ça qu'ils ont retrouvé le lien avec tueur né. Et comment expliquer, à l'initiative, ils avaient choisi le 19 avril 99, mais Klebold va écrire que il pouvait pas choisir cette date parce que c'était la date anniversaire de l'attentat de Oklahoma City et la date anniversaire de la prise du siège de Waco. Et les deux tueurs estimaient qu'ils pouvaient faire mieux que ces deux événements. Et également, les enquêteurs vont retrouver dans le journal que la fabrication des bombes de propane avait pris du retard. Et du coup, la date du 19 avril avait été reportée au 20 avril 99. Alors, 3 grosses conséquences vont être vues après Columbine. La première conséquence est la sécurité dans les écoles. Donc en effet, les écoles des États-Unis vont appliquer et vont inventer de nouvelles mesures de sécurité, comme des fouilles quotidiennes des sacs à dos des élèves, de mettre en place des détecteurs de métaux à chaque entrée des bâtiments scolaires, et ils vont mettre en service des agents de sécurité. Dans certaines écoles, des cartes d'identification au nom de chaque élève qui doivent badger à l'entrée et à la sortie de l'école ont été mis en place. La deuxième conséquence, là, ça se tourne plutôt vers le service de police parce que au moment de la fusillade de Columbine, l'intervention de la police et des forces spéciales ont été très critiquées. Certains pensent qu'ils ont mis un temps énorme à arriver sur place et surtout à pénétrer dans l'enceinte de l'école. Alors du coup, les forces de police vont réévaluer leurs tactiques et vont former mieux le personnel pour pouvoir intervenir plus rapidement dans les écoles et surtout, ils ont pour but de repérer le plus rapidement possible le ou les auteurs, de les neutraliser coûte que coûte. Donc, il n'y a pas de il doit être pris en vie. C'est neutralisé. Et surtout, c'est pour éviter tout ce qui s'est passé à Columbine. Parce que si je rappelle, il y a un policier qui s'est pointé avant que les tueurs n'aillent dans la bibliothèque et fassent autant de victimes. Les forces de l'ordre seraient arrivées plus vite. Peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Peut-être que des victimes auraient pu s'en sortir. Et le dernier point, la
dernière grosse conséquence après Columbine, c'est sur le contrôle des armes. Donc en 2000, il a été voté des lois fédérales qui vont demander des verrous de sécurité sur les armes, donc les armes à feu. Ils vont interdire aux magasins de commander et de vendre des munitions à grande capacité. Donc personne ne peut acheter, je ne pourrais pas vous dire exactement le chiffre, mais vous pouvez pas acheter autant de cartouches que vous voulez. C'est vraiment réglementé. Ils vont également interdire aux criminels et aux mineurs d'acheter des armes à feu. Alors, vous savez que les États-Unis, on achète une arme comme on achète du pain ici. Et pour l'interdiction aux criminels de se procurer une arme, les magasins, les vendeurs d'armes vont faire remonter que c'est très compliqué pour eux de vérifier les antécédents des criminels ou même des mineurs parce que les fichiers sont pas forcément à jour ou les personnes vont donner des fausses identités. La même année, 2 élèves survivants et le défenseur de la jeunesse vont organiser un événement pour se souvenir de ce qui s'est passé à Denver, qui sera appelé la journée de l'espoir. Un mémorial permanent pour commémorer la fusillade et honorer les victimes a été édifié le 21 septembre 2007 à Clements Park. Et c'est ainsi que se termine l'effroyable histoire de Columbine. N'oublions jamais les victimes de ces tueries, c'est vraiment important de ne pas oublier. Il est important de préciser que ce genre d'affaires, c'est compliqué parce qu'il y a aussi la famille des tueurs qui sont elles aussi victimes et qui sont poussées, enfin sont pas poussées mais sont victimes derrière de harcèlement parce on les pointe du doigt pour dire c'est votre faute alors que l'enquête a démontré que Klebold et Harris ont vécu dans des familles saines. Il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de brimade. Vraiment, il n'y avait aucun signaux que il passe à l'acte. Je vous remercie d'avoir suivi cette terrible histoire. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines affaires qui arrivent très bientôt. Je tiens à remercier Sab, Elina et Élise pour m'avoir aidé à trouver la prochaine histoire que je vais traiter et qui sera l'affaire Thierry Paulin. Restez vigilants, restez curieux et surtout, restez en sécurité. À bientôt!